bon, je vais essayer d'accélérer un peu. Je vais vous donner une citation de Roosevelt, qui est notre ami, qui est renversante. Voilà. Quelle richesse! Les impérialistes ne comprennent pas tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent créer. Ils ont volé des milliards à ce continent. Ils survolent l'Afrique après avoir été à la conférence de Casablanca. Ils ont volé des milliards à ce continent. Et parce qu'ils sont trop bornés, ils ne se rendent pas compte que leurs milliards ne sont que des pièges jaunes comparés aux possibilités latentes. Ainsi, la réalisation de ces possibilités doit aller de pair avec l'amélioration des conditions de vie de la population. Regardez les dépressions salées du sud de la Tunisie, qui sont sans doute les vestiges d'une vaste mer intérieure. Il y a ces grandes rivières qui prennent leur source dans l'Atlas, puis disparaissent sous le Sahara pour devenir des rivières souterraines. Il suffirait de détourner le cours de ces rivières pour les besoins de l'irrigation. Et cette région deviendrait si fertile que la vallée impériale de Californie aurait l'air d'un carré de choux à côté. De même, pour les dépressions salées qui sont au-dessous du niveau de la Méditerranée, en creusant un canal jusqu'à la mer, on reformerait l'ancien lac, l'ancienne mer intérieure, l'ancien lac. Le Sahara fleurirait sur des centaines de kilomètres. C'est vrai, le Sahara n'est pas que l'étendue de sable. Il recèle en puissance des richesses extraordinaires. Ça, c'était Franklin Delano Roosevelt. Ça devait être pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc juste pour finir, on a vu le bassin du Congo, on a vu les raies du Nil, un peu vers le lac Tchad. Et juste pour finir en quelques mots, puisque ça c'est quelque chose qu'on vient de publier à la fois en français et également en langue arabe. Je ne sais pas s'il est en anglais aussi. Il est en anglais et en allemand maintenant. Qui est publié justement aujourd'hui dans plusieurs langues. Parce que ça nécessite une organisation internationale, comme disait l'autre. Et justement qui est le projet qu'on a requalifié de Rouder-Pommier. Monsieur Pommier, quelqu'un qui est ici, Yves Pommier, voilà, qui a... attendez de voir le projet, c'est tout ça. Quand même. Il y en a qui l'ont lu déjà. Bref, donc c'est pourquoi Rouder-Pommier? Parce qu'à la base, c'est un projet qui date de 1874. Donc là, il y avait le projet du bassin du Nil qui était 1946. Là, on remonte à 1874. Et c'était Rouder François Elie, donc qui était un topographe français, formé à l'école française. D'ailleurs, qui est né en 1836, mort en 1885, la fameuse conférence de Berlin. Il a dû voir ça à la fin de sa vie, le pauvre. C'est la conférence de Berlin, c'est quand le monde s'est réuni, s'est organisé pour découper l'Afrique et se partager l'Afrique en morceaux. Très beau reportage d'ailleurs qui est accessible sur internet, que je peux passer, je l'ai, sur toute l'histoire, parce qu'on a tous les textes de la conférence de Berlin. Donc ils ont fait un film avec tous les textes originaux. Un très beau documentaire qui explique comment on se partage avec l'Association internationale du Congo, d'ailleurs, qui a été créée par Léopold, roi des Belges, et après comment se divise le pays en fonction d'agencement. Et on a encore les cartes de l'époque, avec les petites annotations, ça c'est pour la France, ça c'est pour l'Allemagne, ça c'est pour ceci. Et pour ceux qui pensent que les États-Unis sont un empire, il n'y a pas de colonie américaine. Il y avait des intérêts. C'est une parenthèse. Donc, ce projet Rouder de 1874 a été publié en 1874 dans la Revue des Deux Mondes, et justement, qui était l'idée de recréer justement la grande mer intérieure dans le sud de la Tunisie et de l'Algérie. Puisqu'il y a justement ce qu'on appelle les chottes dans ces régions-là, qui sont des grandes dépressions. Et il avait travaillé sur ce projet-là avec Ferdinand de Lesseps, voilà, qui donc est l'architecte du canal de Suez, mais ça je pense que les gens le savent. Donc il voulait construire à l'époque, c'est marrant, un canal d'ailleurs de 240 km, qui était quand même un projet. Pardon ? C'est lui, tout à fait. Il est connu pour ça. Et d'autres choses, mais... Donc l'idée à l'époque, c'était de recréer cette mer intérieure, c'est-à-dire en faisant un canal tout simplement qui allait de la mer jusque dans ces chottes, qui sont des dépressions et qui étaient plus ou moins marécageuses, et donc voilà, de recréer cette mer. Mais évidemment, aujourd'hui,
Justement, c'est là où on appelle ça le projet Rouder-Pommier, parce qu'aujourd'hui, l'objectif réellement de ce projet n'est pas de redévelopper la mer intérieure, parce que recréer une mer à l'intérieur du continent, ça n'a pas un intérêt extraordinaire quelque part. Mais c'est l'idée de refaire des bassins d'eau douce, enfin des lacs, une mer d'eau douce intérieure, on pourrait dire, un bassin d'eau douce intérieur. Donc ça, c'est cette idée qui a été mise à jour justement par M. Pommier et puis d'autres gens. J'imagine que c'est un projet qui circule dans les hydrogéologues depuis un certain temps, mais qui a été recondensé. Et donc l'idée, c'est d'utiliser les meilleures technologies, comme par exemple ceci. Attention, je m'expose à une grève de masse. Non, déjà je vais vous montrer ça, il n'y aura pas de grève de masse tout de suite. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Oh, ça va, ça va. Non, le golfe de Gabès. Alors j'ai pas la photo du... Attendez. Non, mais soyez un petit peu... Soyez un petit peu patient quand même. Le Français adore ça, ce moment où il peut se rebeller. Je suis pas d'accord. Bref. Si vous voulez, je vous ferai une citation de De Gaulle sur le qu'est-ce qu'un Français dans l'armée de métier, qui est simplement une merveille, tout simplement. Ce sera le bonus si vous voulez. Non, je voulais juste parce que là, sur la carte que j'ai, il n'y a pas le... Donc ça, c'est notre site, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc vous avez justement cette carte-là. C'est juste pour vous montrer où sont les shots. Hein. Donc ici, El Feja, El Djerid, ici. Là, c'est le golfe de Gabès. Donc vous avez Tunis qui est là. Donc on sait que le développement a surtout été côtier. D'ailleurs, tout l'enjeu historique, c'est intéressant de penser comme ça, parce que tout l'enjeu historique depuis 200 ans a été de se battre contre l'Empire britannique. L'Empire britannique est un empire maritime et qui constamment s'est battu contre le développement intérieur des terres. Depuis la Révolution américaine jusqu'à tout ce qui s'est passé en Afrique avec l'Empire français junior qui a joué le même jeu. Donc là, vous avez le golfe de Gabès, que je vais montrer ici, et donc toute la dépression sur laquelle Rouder, Pommier. Donc ça doit être, cette carte a dû paraître en 1874, j'imagine, dans la revue, hein, à l'époque. On avait quand même déjà des topographes assez qualifiés. Et donc une vue latérale, en fait, voilà, tout simplement. Là, on voit bien le golfe de Gabès, ici, les shots tunisiens, la frontière ici, et après, les mêmes shots d'un point de vue algérien, tout simplement. D'ailleurs, ils n'en parlent pas de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie et comment elle a été tracée à l'époque. Voilà, bon, ça c'était simplement pour vous montrer. Les restes de l'Empire ottoman. Donc en gros, l'idée de M. Pommier, c'est tout simplement d'utiliser ce type de machine, qui sont maintenant monnaie courante, qu'ils deviendront. Voilà. Ce sont des centrales nucléaires flottantes. Qui résiste au tsunami, je ne sais pas si elle résiste au tsunami, je dois l'avouer. C'est une machine russe, en effet, parce que c'est les seuls, je crois, à l'heure actuelle, à avoir produit une centrale nucléaire. Et il y a maintenant aujourd'hui quelque chose qui a été pas mal promu et qui est français, c'est la direction navale française. Qui propose justement la création de centrales nucléaires sous-marines, le FlexBlue. Il y a un très beau, un bel article sur ce qu'on a publié avec, je crois, une petite vidéo qui montre un petit peu comment ça fonctionne et qui, à mon avis, sera plus résistante au tsunami que cet engin-là, je ne sais pas. Ne serait-ce parce que ça, c'est
sur la côte et que l'autre est dans le fond de la mer. Oui, donc, évidemment, il y a quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Donc la technologie française, Cocorico, je dirais, pourrait avoir un avantage plus grand que que ces centrales-là. Or, aujourd'hui, ça, c'est ce qui est disponible prochainement et qui est fondamental pour ces pays-là pour se développer. Donc, tout simplement. Même en Bretagne, hein, alors qu'il faut en Bretagne, il n'y a pas Oui, tout à fait. Nous, on avait proposé ça dans la baie d'Erquy, au-dessus de Saint-Brieuc, justement parce qu'ils voulaient faire un parc d'éoliennes énorme. Et les gens se sont évidemment rebellés. Ah, ils sont pour les éoliennes, mais pas chez eux. C'est comme c'est beau, ils ne veulent pas d'éoliennes. Et nous, on avait proposé la création d'une centrale nucléaire de 4e génération, qui, elle, résiste au tsunami, tout simplement parce qu'il faut savoir que le problème qu'il y a eu au Japon, c'est que c'est des centrales qui sont de la 2e génération, donc qui sont des centrales qui ne devraient plus exister à la surface de la planète, en fait, tout simplement. Même les centrales françaises, qui sont de la 3e génération, ne devraient plus, dans un état rationnel et cohérent, ne devraient plus exister, être remplacées immédiatement par la 4e génération. Ils sont à sécurité intrinsèque, et donc qui évitent toute fusion, justement, comme c'était le danger qui aurait pu arriver au Japon. Donc, dans le projet Pommier Ruder, toujours est-il que ce qui est proposé pour l'instant, c'est la création d'un système de pompage justement de l'eau de mer, puis d'un système de dessalement de l'eau. Donc avec ces centrales-là, on peut dessaler de l'eau, justement par un système de pompage, les faire monter sur la colline de Gabès, parce que c'est en hauteur par rapport à la mer, et pouvoir ensuite, via ces canaux, comme on les a vus tout à l'heure, pouvoir re-irriguer en fait tous ces shots et les re-remplir à nouveau d'eau. Alors il y a un problème qui se pose qui est déjà très important, c'est qu'il faut ce qu'on appelle retirer, enfin polymériser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sel dans ces régions-là. Une des premières étapes serait justement d'envoyer de l'eau douce pour rincer, on pourrait dire nettoyer, rincer, laver, et évacuer justement tout ce qui est l'eau salée, le sel, etc. par des systèmes distincts de canalisation ou autre. Je ne sais pas d'ailleurs si on n'a pas une... Mais ça donne une idée, ça un petit peu. Là, vous avez un petit peu un schéma quand même assez approximatif, mais bon, qui donne une idée quand même. Donc avec l'usine de dessalement, l'aqueduc d'eau douce, qui va en direction des différents shots. Donc là, ça doit être le premier, j'imagine c'est El-Fejal, je crois que ça s'appelle, c'est la zone de El-Fejal, donc c'est le premier shot. Donc qui permet d'amener l'eau douce dans cette zone-là, de développer des surfaces de développement, et ensuite d'extraire l'eau, par exemple, l'eau salée, en fait, et le sel récupéré par ce système-là vers la mer. Il permet de créer justement toute une zone de développement d'eau douce. Mais c'est El Djerid, pardon. Ah, c'est une erreur, donc c'est El Fejal. Donc voilà, ça c'est le système qui était proposé aujourd'hui en fait pour l'ensemble Tunisie, puisque après bon, l'Algérie, on peut faire le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à l'Algérie. Et ce qui permettra de développer non seulement des zones de développement d'eau douce, mais de re-irriguer toutes ces régions-là qui sont quand même au nord du Sahara, et de changer déjà localement le climat, aussi bien politique que réel en fait. C'est vraiment, ce type de projet change complètement l'attitude des gens, comme on l'a connu. Donc, changer le climat à la fois politique et biosphérique, le climat local, et justement pouvoir développer ces pays vers le sud. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un développement qui est en grande partie côtier. Ce qui pose un problème, du point de vue de l'organisation de certaines sociétés. Puisque la densité démographique sur la côte reste forcément limitée. Là, on peut ouvrir des nouveaux espaces. Donc il y a le projet de créer la Ruderville, elle a été nommée voilà, par Yves, Ruderville, les pommiers, les palmiers, comment elle s'appelle, j'ai dû noter le nom. Il y aura plus des palmiers que les voilà, bon, voilà. Donc ça, bon, c'est tout un projet cohérent, en fait, quelque part, de développement de toute cette zone au sud. Donc vous voyez, hein, Tunisie, Algérie, toute cette région. Donc tout un projet de développement du sud de cette région-là. Donc après avec le bassin du Nil, ce qu'on a vu, le lac Tchad,
vous avez tout un changement justement de l'écosystème où l'homme commence à maîtriser vraiment le climat. Et ça, c'est intéressant parce que notre équipe de jeunes scientifiques aux États-Unis viennent de faire une vidéo qui n'est pas encore traduite, enfin qui est traduite en français mais qui n'est pas encore sous-titrée, où la NASA a publié tout un rapport sur la formation des ouragans sur la côte américaine, la côte est américaine, où justement la plupart de ces ouragans naissent dans la région de l'Éthiopie, un peu plus au sud. Il faut savoir que c'est la région du monde où il fait le plus chaud, les températures les plus extrêmes en Éthiopie. Donc on s'est rendu compte que, dû aux dépressions, etc., il y a des formations justement de mouvements d'air, etc., de nuages, etc., qui accélèrent au fur et à mesure avec le moment où elles traversent le longe de Sahel, justement parce qu'il y a des variations de température très importantes, etc. Et après va, en fonction des vents, des courants, c'est un peu plus complexe que ce que je dis d'avant, mais la vidéo est bien faite, va s'accélérer et former justement des ouragans en arrivant sur la côte. Donc c'est-à-dire que si on réchauffait, on tempérait le climat au niveau local, on réglerait un des problèmes fondamentaux aujourd'hui pour la côte est américaine en grande partie. Et à ce moment-là, on commence à rentrer dans une nouvelle époque, quelque part humaine, parce que l'homme commence à aménager même le climat de manière consciente. Parce qu'il y a plein de théories que l'homme a une influence sur le climat, mais pour l'instant, c'est pas toujours très scientifique en général. Donc là, l'idée c'est de maîtriser le climat. Alors évidemment, il y a encore des choses qu'on ne sait pas, c'est ça qui est passionnant quelque part. Mais s'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, sur lesquelles nous on est en train de travailler, de publier des documentaires là-dessus, des choses comme ça. Mais on sait déjà beaucoup de choses sur la relation entre la formation des ouragans et ce qui se passe sur la côte est. Également, on vient de publier pas mal de vidéos sur ce qui s'est passé au Japon, pour ceux que ça intéresse. Parce qu'on parle du nucléaire, en France on parle que du nucléaire, mais il y a tout un phénomène quand même qui a créé le problème nucléaire, qui est le tsunami et le tremblement de terre. C'est ça qui sont dus justement à un regain de l'activité solaire, et on peut même s'attendre à des catastrophes de plus en plus importantes dans les 2 années qui viennent à cause de l'activité solaire, et aussi à cause du rapport entre le système solaire qui se déplace dans la galaxie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est dans une crise galactique, on pourrait dire. En plus de la crise financière, en plus de la crise intellectuelle et morale, là, on rentre dans une période de crise galactique. Voilà. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir, même si ça, quelque part, on fait mieux de parler de ça dans la presse française que de laver le cerveau des gens avec le nucléaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, bon. Alors, il y a autre chose que je peux dire juste sur ce projet-là, c'est que pour le sel, si on ne peut pas tout évacuer en fait directement par ces canaux, aujourd'hui on sait on a la possibilité avec les biotechnologies justement de créer des plantes halophiles, c'est des plantes qui absorbent le sel, qui permet justement de libérer le sel de ces régions-là. Et on fait même aujourd'hui des aliments de base comme le riz qui sont halophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se développer en fait grâce et en absorbant le sel de ces régions-là. Donc on peut redévelopper vraiment toute une région vraiment qui est aujourd'hui totalement désertique, hein, c'est sûr. Redévelopper toute une région, tout le sud d'une région de certains pays, dans ces projets de coopération mutuelle, avec vraiment un but commun d'aménager le territoire autour de ces projets. Donc, voilà. Donc, conclusion, 2 points, et j'ai rien marqué, donc je vais vous laisser la parole. Voilà. Je connais ça. Ça fait longtemps que c'est dur. Bref, non, mais applaudissez pas, mais voilà. Donc il y aurait beaucoup plus à dire. Il y aurait beaucoup plus à dire, il y aurait beaucoup plus à aller dans les détails, évidemment. Il y a tout un travail toute cette coopération internationale sur laquelle on travaille, sachant qu'évidemment ça va demander des dirigeants politiques de caractère, ça va demander des citoyens de caractère aussi, ne pas vouloir une solution à court terme, mais voir justement la chose dans son temps long, moyen terme, disons dans le cadre de ces projets-là, qui paraissent comme ça assez impressionnants, mais en fait ce sont des projets d'infrastructure de base. Et ça, justement, ça va demander justement de rompre en fait avec nos habitudes politiques, économiques, j'avais même nos habitudes familiales ou professionnelles, puisque on nous prépare
une Le Penisation de la France, une Strauss-Kahnisation de la France. Et ils n'ont pas prévu de sauver des millions de vies humaines sur le continent africain. Je dirais même que du point de vue de Strauss-Kahn, il fait exactement l'inverse, soyons clairs. Voilà. Donc ça, c'est notre bataille. C'est même pas notre bataille, c'est la bataille de l'humanité. Je crois que on est dans une crise de civilisation. On avait distribué un tract que M. Cheminade avait nommé un enjeu de civilisation, le Bretton Woods, le changement de système financier, un enjeu de civilisation. Je crois il faut bien en prendre la mesure, je dirais quelque part, surtout à l'aube de l'Odyssée actuelle. Puisque j'ai vu que l'opération militaire en Libye s'appelait à l'aube de l'Odyssée. C'est le nom de l'opération. Il y a une sorte de pensée à long terme là derrière, sous-jacente. Donc soyez en colère, énervez-vous, rejoignez Solidarité et Progrès. On a distribué 1 million de tracts il y a 2 ans de ça, grâce à des militants, grâce à des citoyens qui annonçaient la crise financière, qui annonçaient les grèves de masse au niveau mondial. Ça commençait sur la question des grèves de masse qui allaient arriver dans le monde. Parce qu'on savait que ça allait venir. Donc on sait que c'est ça l'avenir. Donc la question c'est quand est-ce qu'on s'y met. Et c'est pour ça que j'ai voulu, pour fêter quelque part l'anniversaire de la mort de Patrice Lumumba, donner un sens un peu plus palpable de ces projets et de cet avenir possible pour l'Afrique.